L'actualité internationale des 7 derniers jours, qu'en ont pensé nos éditorialistes? C'est comme tous les vendredis, une semaine dans le monde, avec aujourd'hui parmi nous Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Sunday Telegraph. Bonjour Anne-Elisabeth. Bonjour. Qui suivez l'actualité britannique, mais aussi française. On peut vous suivre, ainsi que vos commentaires d'ailleurs, quotidiens sur Facebook. J'invite tous nos téléspectateurs à aller également les consulter, une fois que le service, évidemment, sera rétabli. Également, parmi nous aujourd'hui, Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Cover positive. Avec le numéro du mois de mars, ils sont africains et ils changent le monde. C'est vrai qu'on l'oublierait presque à force de le voir aux États-Unis, mais Elon Musk est sud-africain. Exactement. Il est né, grandi près de Pretoria. Une des rares villes d'ailleurs qui n'a pas vraiment changé de nom en Afrique du Sud encore. Mais il n'y a pas que lui. Il y a le professeur Annie qui est un Camerounais qui mène une recherche très importante sur tous les virus. Voilà, c'est pour reprendre un peu de positive attitude. Voilà. Comme dirait Laurie. Également avec nous, Gauthier Rywinski, mon confrère de France 24. Bonjour Gauthier. Et puis Laure Simoès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace, qui nous fera partager les illustrations des dessinateurs de presse. Bonjour Laure. Bonsoir tout le monde. Et leur regard. Et cette semaine, un an après l'alerte à la pandémie lancée par l'OMS, la France a à la fois célébré le premier anniversaire de son confinement et annoncé l'entrée dans un reconfinement, cette fois limité à 16 départements, dont 2 régions, les Hauts-de-France et la région parisienne, et tourné vers le grand air et l'extérieur, freiné sans enfermer. Écoutez le Premier ministre Jean Castex lors de l'annonce hier. C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle quelle de celles que nous avions mises en place en mars et en novembre dernier. Alors concrètement, dans ces 16 départements, les écoles resteront ouvertes et le couvre-feu sera repoussé à 19h. Ou alors me direz-vous, en quoi a-t-on durci les conditions? Eh bien désormais, les déplacements, eux, seront désormais limités à 20 km autour du domicile. Il ne sera plus possible de quitter sa région et les commerces non essentiels devront rester fermés, sauf les libraires, les disquaires et les coiffeurs. Et oui, c'est la nouveauté du jour. Un confinement à la mode novembre plutôt qu'à la mode mars 2020. Anne-Elisabeth Moutet, vous comprenez ces annonces du gouvernement? Anne-Elisabeth? Pardon, il y a eu un grand blanc dans votre dernière question, allez-y. Elle est simple. Est-ce que vous comprenez ces annonces du gouvernement qui sont quand même très différentes en termes de timing de ce qu'ont fait les Anglais, par exemple? Elles sont incompréhensibles et on va certainement aller plus loin tout à l'heure aussi sur une autre décision merveilleusement incompréhensible. Il y a 3 semaines, le président Macron nous expliquait que le vaccin AstraZeneca était inutile pour les plus de 65 ans et maintenant on explique qu'il est interdit aux moins de 55. Enfin, on a vraiment l'impression, et on regarde ça de l'autre côté de la Manche, avec stupéfaction, et je dois dire en Angleterre un vague élément de rigolade, triste parce qu'on a tellement critiqué les Britanniques. Mais il n'y a aucune logique dans les décisions qui sont passées. On comprend bien, parce qu'on l'a su par les commentateurs politiques, qu'en réalité, la question de faire un confinement se posait fin janvier, que les contaminations remontaient, qu'on en était à 31 000 par jour, et que par conséquent, on ne pouvait plus attendre très longtemps. Et le président de la République a fait ce que ses conseillers, qui étaient cités dans le Parisien, par exemple, disaient, il prend un pari. On a aussi appris à un autre moment que le président de la République passait son temps à lire des articles scientifiques sur le Covid et que pendant le conseil scientifique, il tenait son rang, parfois en corrigeant certains détails que les membres du conseil scientifique avaient eu tout faux, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ceci est absurde. Le président de la République n'est pas épidémiologiste. La gestion de cette crise, malheureusement, a l'air d'être prise d'un point de vue extrêmement politique et c'est quelque chose qui, à mon avis, crée chez les gens de la lassitude aujourd'hui et qui va créer dans quelques mois une immense colère quand on va arriver dans les bulletins, dans les endroits où on vote, dans les postes d'élection. C'est incompréhensible que pour le moment tout soit en stase, que la popularité du président ne descende pas tellement, mais je n'ai pas l'impression du tout que l'état d'esprit de la France comprend ce qui se passe maintenant et je pense que ça va se payer. Ziad Limam a refusé d'avoir voulu confiner plus tôt. Le gouvernement se retrouve à improviser. C'est votre sentiment ou pas du tout? Moi, je pense qu'au contraire, il y a une espèce de logique
depuis mars-avril dernier, dans l'esprit de Macron, d'un certain nombre de gens qui sont autour de lui, mais pas tous, qu'il faut tenir une ligne de crête, et que cette ligne de crête, c'est entre une vie relativement économiquement et socialement faisable et des mesures de freinage. Et depuis la fin de l'année et l'apparition des vaccins, on est rentré dans une séquence encore plus complexe qui est une espèce de course entre cette position ou cette troisième voie qu'expliquait le Premier ministre Castex et l'apparition des vaccins et l'apparition des variants. Mais c'est toujours la même idée. La même idée, je pense, qui est très macronienne, c'est de ne pas revenir à des confinements fermés, sévères, comme en mars-avril, dont on peut d'ailleurs discuter très largement l'efficacité, à part le fait que ça fait baisser les cas en mettant le pays à genoux, mais dès qu'on arrête le confinement, ça remonte. Donc le confinement, c'est ce que disait un médecin, c'est le garrot. Tant que vous n'avez pas trouvé la solution pour rétablir la circulation, vous arrêtez une blessure, mais dès que vous lâchez le garrot, le sang ressort. Donc je pense que de dire qu'il n'y a pas de logique, je pense que c'est un peu dur. Je pense qu'il y a une logique. Alors, est-ce qu'elle va fonctionner? Est-ce qu'elle va marcher? Est-ce qu'elle va amener à passer cette période, c'est-à-dire d'arriver vers le mois de mai, juin, avec des vaccinations en hausse, etc. Et puis, sur AstraZeneca, on peut reprocher aux Français, effectivement, une forme, j'allais dire, d'aller-retour, de complexité, mais il faut imaginer les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Je crois que c'est les Finlandais ont décidé de ne plus utiliser AstraZeneca. Alors, eux, à contre-courant, c'est après l'avis favorable de l'Agence européenne des médicaments. C'est les Allemands qui ont mis le feu au lac sans demander rien à personne, si c'était bien ou si c'était pas bien. Ils ont pris une décision unilatérale qui a entraîné tout le monde. Donc, il y a quand même des risques. On l'avait dit sur ce plateau il y a quelques mois, il y a des risques juridiques pour ces gens-là, pour ces ministres, pour M. Véran, pour le président, pour le Premier ministre, pour des tas de responsables politiques qui peuvent se retrouver un jour en haute cour de justice parce qu'ils n'ont pas calculé les risques. Imaginez qu'il y ait effectivement un problème thrombotique avec cet AstraZeneca et qu'il y ait des dizaines, des vingtaines, des trentaines de cas. Donc, c'est très compliqué en ce moment de prendre des décisions. Ce truc devait marcher. Oui. On va justement revenir sur la stratégie vaccinale. Mais enfin, pour vous, donc, vous comprenez, pour vous, il y a quand même une stratégie. L'attitude du gouvernement n'est pas imposée aujourd'hui par les faits. L'attitude cette troisième voie, ce semi-vague troisième confinement, est imposée par les faits parce que l'idée, c'était de rester dans la situation où on était post-novembre, avec les couvre-feux, jusqu'à ce que la vaccination arrive, jusqu'à ce que le climat change et que la dynamique change. Mais bon, les variants ont changé toute la carte et le problème d'AstraZeneca qui remonte quand même à janvier, ça fait un certain temps que les problèmes autour d'AstraZeneca sont là. Après, il va y avoir un nouveau vaccin, c'est le Janssen qui arrive. Après, il y a un nouveau vaccin américain qui arrive. Après, peut-être qu'on va finir par se mettre d'accord avec les Chinois pour utiliser Sinopharm et Sinovac, qui ont l'air de relativement bien fonctionner. Après, peut-être qu'on finira par faire des bisous aux Russes et acheter Sputnik. Je veux dire, je pense que c'est ça, voilà. C'est la course. Point important. Et vous dites qu'il faut attendre la fin de la course pour compter les points. Exactement. Comme disait Chirac, dans une formule plus imagée. Et point important. La fin de la foire, lui. Il disait qu'il faut compter les bouses à la fin de la foire. Point important aussi, la situation économique française est la moins mauvaise des pays de l'UE. C'est-à-dire, il y a une espèce de maintien de l'activité, il y a une espèce de maintien d'une toute petite croissance, mais c'est quand même nettement... Enfin, il n'y a pas de crash, etc. Bon, après, on a claqué un certain nombre de milliards, mais on voit bien la logique. La logique, c'est on ne casse pas l'économie, on ne casse pas le sociétal du mieux possible, on fait la course, mais on a eu les variants et on a eu AstraZeneca. Et pour le moment, on ne revient pas vers le confinement dur, dont je rappelle aussi que socialement, humainement et médicalement, la facture est dantesque. Les gens qui ne sont pas soignés, les gens qui font des cancers silencieux, les gens qui font des crises cardiaques chez eux, les gens qui n'osent pas aller à l'hôpital. Je veux dire, ce n'est pas juste parce qu'on va fermer qu'on va résoudre le problème. Si ça avait été le cas, on l'aurait résolu au printemps dernier. Gauthier Rybinski, comment comprendre que la France, qui avait mis en place un confinement particulièrement dur l'année dernière, on s'en souvient à l'époque, le ministre de l'économie, par exemple, lui-même Bruno Le Maire, n'était pas forcément sur la même ligne que celle d'Emmanuel Macron, eh bien aujourd'hui choisissent au contraire une voie médiane, voire vraiment un confinement à minima. Est-ce que c'est une manière finalement de reconnaître des erreurs passées et aussi de se dissocier des autres Européens qui, comme l'Allemagne par exemple, ont fini par mettre en place, elle, un confinement dur, là où l'année dernière, eh bien, elle n'avait pas fait comme la France?
Oui, probablement, et parce que, si vous voulez, l'attitude que l'on a vis-à-vis du confinement est quelque chose en France d'extrêmement étrange, puisqu'il est, ce confinement, attribué uniquement à la volonté gouvernementale. C'est un peu comme s'il n'y avait pas ce virus derrière. Les gens, ça me fait penser à cette image, hein, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Les gens regardent les mesures gouvernementales de restriction en disant qu'ils sont exaspérés, qu'ils ne peuvent plus les supporter. Mais attendez, derrière, il y a ce virus qui tue. Et qui tue 2 500 000 personnes ou plus dans le monde. Et on fait comme si c'était uniquement la volonté. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de responsabilité individuelle? On attend de l'État qu'il nous dicte nos comportements? Non, mais je crois qu'on est dans une position infantile en France où on considère de deux choses l'une. Quand on considère que l'État n'est pas omniscient, ou quand il se présente comme omniscient, on dit de l'État qu'il est arrogant. Mais lorsqu'on dit de l'État, il faut qu'il emploie la manière forte, eh bien on dit oui, là il restreint nos libertés. C'est-à-dire qu'on est au fond en permanence en enfant gâté de la démocratie, qu'on est en permanence dans une demande vis-à-vis de l'État sans voir quelle est la responsabilité individuelle que l'on peut assumer, non seulement évidemment en se protégeant et en protégeant les autres, mais aussi en inventant de nouvelles formes de vie sociale, en inventant un travail différent, etc. Il y a tout un espace qui est potentiellement ouvert à la population pour inventer, et là, on est à chaque fois devant cette récrimination un peu infantile, il faut le dire, vis-à-vis d'un pouvoir. Alors, qu'ils tâtonnent, qu'ils commettent des erreurs, oui, bien sûr, et on peut les énumérer, et il y en a. Je signale simplement qu'il y a effectivement une responsabilité juridique les masques, le testé, tracé, isolé, maintenant la vaccination, ça fait trois étapes durant lesquelles l'État n'a pas été exempt de critique, en tout cas. C'est clair, mais l'AstraZeneca, je ne suis pas persuadé que ça soit une erreur de l'État, je pense que c'est aussi un tâtonnement de la science. Et que dirait-on? Dans les lenteurs dans la vaccination, là on ne parle pas d'AstraZeneca. D'accord, mais que dirait-on aussi si on avait d'emblée une stratégie qui ne bouge pas d'un poil, qui soit comme une aiguille droite, et là on dirait voilà, nous sommes en régime dictatorial. La réponse des Français serait toujours une réponse opposée aux mesures gouvernementales. Donc c'est un défi à la raison, même si dans ce défi, il y a des incriminations qui sont justifiées. La responsabilité individuelle, et notamment celle des acteurs privés, Anne-Elisabeth Moutet, vous qui, à travers l'exemple britannique, voyez évidemment ce que ça veut dire, que la responsabilité individuelle. Est-ce que, sur le cas du télétravail, par exemple, vous n'êtes pas effectivement étonné que les employeurs n'y aient pas davantage eu recours, que les salariés eux-mêmes n'aient pas davantage accepté de s'y soumettre? Est-ce qu'il ne faut pas l'imposer aujourd'hui? Alors, je pense que oui, ce ne serait pas une mauvaise idée de l'imposer, puisque visiblement, on ne réussit pas à le faire marcher. Et je crois qu'il y a deux raisons pour ça. En ce qui concerne les employeurs n'aiment pas le télétravail. Il y a une attitude extrêmement au 19e siècle pour le travail dans les entreprises françaises, et ça surprend les étrangers qui s'y retrouvent à un moment de leur vie. Et c'est très hiérarchique, et c'est basé sur un manque de confiance dans les salariés, et quand ils prennent des initiatives, c'est plutôt mal vu. Et par conséquent, l'idée de perdre cette espèce de contrôle immédiat sur les salariés, les employeurs n'aiment pas ça du tout, les patrons n'aiment pas ça du tout. Il a pourtant été prouvé, il y a eu des études qui prouvaient que les gens travaillaient finalement des heures plus longues quand ils étaient en télétravail que quand ils étaient au bureau, mais c'est impossible de faire accepter ça aux entreprises. Et l'autre chose, c'est que pour les salariés eux-mêmes, il y a, outre l'épuisement d'être tout le temps chez soi, il y a des conditions extrêmement différentes suivant qu'on habite dans un appartement où on peut s'isoler dans une pièce, ou bien si on est dans un appartement pas très grand, où il y a soit des colocataires, soit vos propres enfants et votre famille, et alors à ce moment-là, le télétravail peut devenir extrêmement pénible. Mais je crois surtout que l'entreprise française était probablement l'une de celles qui était le moins capable de supporter la notion de télétravail à beaucoup de points de vue, et ça tient au côté très centralisateur français. C'est dans le génie français, si vous voulez, mais il y a le roi, il y a les gens qui sont autour. Si vous n'êtes pas à Versailles, il vous arrive quelque chose. Si vous n'êtes pas au bureau pour parler auprès de la photocopieuse au sujet de vos petits copains, eh bien, je vous assure que vous avez l'impression que vous ratez quelque chose. Et donc, c'est le résultat de ça. Et pourtant, les financiers des entreprises devraient se dire « mais ça nous coûte moins cher si on réduit un petit peu la voilure de manière permanente et si on n'est pas obligé de payer des loyers de bureau aussi larges, aussi importants ». Il y a cette question, effectivement, pourquoi est-ce qu'en France, il faut être près, effectivement, du soleil, sinon on a peur de se brûler, justement, en s'éloignant. Il y a aussi cette question, alors il y a le télétravail qui ne marche pas, mais en même temps, il y a énormément de Franciliens qui ont quitté l'Île-de-France. Aujourd'hui, on a compté 500 km de bouchons. C'est quoi, c'est la grande évasion, Ziad Limam? Est-ce que ça risque pas ça de nourrir aussi peut-être le ressentiment de ceux qui restent?
Oui, après, j'ai regardé ce matin les réactions aussi des provinces qui disent on va être envahis. Bon, enfin, c'est paradoxal. On se plaint qu'il n'y a pas assez de télétravail. En même temps, voilà, c'est peut-être ceux qui n'ont pas le choix qui sont obligés de rester. D'abord, le télétravail, il y a beaucoup d'injustices. C'est facile quand on est un 4 sup et qu'on a 200 mètres carrés, comme disait Anne-Elisabeth, son ordinateur, son bureau. Alors, si vous regardez les petites annonces aujourd'hui, maintenant, dans les petites annonces pour les appartements, il y a marqué « espace de travail ». C'est-à-dire que les gens cherchent maintenant un bureau chez eux. Bon, ça, évidemment, quand on a les moyens, qu'on vit bien, et que le business s'y prête. Parce que pour ceux qui font de la pure techno, ou pour ceux qui font de la pure compta, ou ceux qui font, etc., mais il y a des tas de business qui s'y prêtent pas. Il y a des tas de business où on a besoin d'échanger. Comme disait un grand homme d'affaires, le jour où vous vendrez des contrats de 50 millions de dollars par Zoom, vous me direz comment ça se passe, parce que moi, je n'ai pas bien compris. Si je ne vois pas la personne, si la personne ne me voit pas. Et nous, on le sent très bien. Dans la presse, on a beaucoup de faveurs, parce qu'on a cette petite carte de presse qui nous permet de bouger comme on veut. Mais dès qu'on est... 30%, est-ce qu'on n'est pas très en deçà, finalement, de ce qu'on pourrait faire en matière de télétravail? Non, mais encore une fois, c'est pas si simple pour tout le monde. Et puis, c'est pas que les méchants patrons. Il y a une demande des gens de sortir de chez eux, d'aller au travail, de boire un café avec leurs gens. Et là, on n'est plus dans une réflexion technologique, moderne, 21e siècle, etc. On est dans des comportements humains sociétals de base qui sont extrêmement difficiles de casser. Il y a même eu des études israéliennes et américaines pour montrer qu'effectivement, on travaille plus longtemps en télétravail, mais que la qualité et la productivité, en particulier dans les métiers de la recherche, se déglinguent. Parce que la machine à café, quand on fait de la recherche, c'est l'endroit où il se passe un truc, dans un échange, dans une discussion. Et dans notre métier à nous, je reviens là-dessus, on peut passer notre temps à écrire des papiers de chez nous. C'est pas très difficile, voilà, on les mais si on peut pas interviewer les gens, si on peut pas aller voir une situation, si on peut pas échanger dans une réunion de rédaction, c'est extrêmement compliqué. Je dis pas qu'il faut mettre... C'est tout le sens de ces espaces de coworking qui ont explosé avant, justement. Il faut mettre du télétravail, il faut l'imposer jusqu'à un certain point en ce moment. Il faut penser aux gens qui ne peuvent pas télétravailler, comme les gens qui travaillent dans les supermarchés, les gens qui travaillent dans les commerces alimentaires, les gens qui travaillent dans le métro, les gens qui travaillent dans les transports, etc. Ils n'ont pas le luxe de se mettre en télétravail. Donc je pense que c'est un débat qui est malgré tout un débat de riches. C'est de l'incivisme dans ces conditions de quitter les régions confinées? Comment vous voulez que je réponde à cette question? Est-ce que moi, si j'avais une maison, est-ce que si j'avais une maison de campagne, est-ce que j'aurais pas pris ma voiture? Et si j'avais pas 2 enfants qui vont à l'école, est-ce que je serais pas parti me semi-confiner? Parce que, je veux dire, la seule différence de faire 100 km, c'est qu'il y a toujours pas de resto, il y a toujours pas de bar, il y a toujours pas de cinéma, il y a toujours pas de théâtre, il y a toujours pas de rien. Il y a juste le fait qu'on peut aller dans 3 boutiques de plus. Donc c'est pas non plus... voilà, je sais pas, je trouve que toutes ces questions morales, c'est très compliqué. On vit une période très, très particulière, ça fait 1 an que ça dure. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'être bien et qui sont pas bien. Il y a beaucoup de gens qui font semblant de travailler mais qui sont fatigués. Il y a beaucoup de gens qui explosent en famille. Et je veux pas avoir de jugement absolument moral sur est-ce que c'est bien de prendre sa voiture et d'aller à la campagne. On va y revenir dans un instant, on marque une courte pause, on se retrouve dans moins de 2 minutes pour la suite d'une semaine dans le monde. Peut-être ajouter un mot, Ziad, sur les circonstances qui provoquent ce nouveau confinement. Plus de 4000 personnes, plus de 4000 patients dans les services de réanimation. On n'a pas progressé depuis l'an dernier parce qu'on sait que c'est ça la condition finalement du confinement. Il y a un débat, on voit aussi un débat naître dans les réseaux sociaux, dans les débats intra, j'ai dit, en dessous des médias. C'est pourquoi on n'a pas augmenté la capacité médicale et en particulier les capacités de réanimation. Sachant qu'on allait avoir 1 an ou 2 ans ou 2 ans et demi d'une crise sanitaire. Et réponse de l'État, c'est pas des lits, c'est des mains qu'il faut former. Oui, alors les gens disent aussi, mais on peut changer de fonctionnement dans la tête. On peut demander à des réanimateurs d'ailleurs de venir, on peut former des gens maintenant qui seront prêts dans 6 mois. On a du personnel, et pourquoi on est toujours sur la même capacité en gros que l'année dernière. Je pense que c'est pas uniquement un débat populiste, je pense que c'est un vrai débat, parce que il y a une question de moyens derrière tout ça, il y a une question d'allocation des moyens, et que si jamais on est parti pour être sur 2 ans ou 2 ans et demi d'épidémie, on ne peut pas juste compter sur les vaccins, on ne peut pas juste compter sur la distanciation, sur la discipline, comme tu disais. Il faut que la machine médicale, et je sais que c'est un débat extrêmement politique et extrêmement délicat, il faut écarter les murs de l'hôpital. C'est clair, pour pouvoir aussi
absorber un peu de cette tension. Je sais qu'il y a des victimes derrière, je sais qu'il y a des morts possibles derrière, mais quand même... Écarter les murs, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut que l'hôpital s'agrandisse. Il faut que l'État mette des moyens pour avoir des services de réanimation, des services d'hospitalisation pneumo, des services qui soient plus grands, avec plus d'infirmiers spécialisés, plus de médecins. Parce que ça ne va pas s'arrêter cet été. Encore une fois, ça se peut en hiver prochain, on est reparti. On va demander l'avis d'Anne-Elisabeth Moutet dans un instant, évidemment, de Gauthier Ribinski, mais on l'a évoqué à plusieurs reprises. Hein, oui à l'AstraZeneca, mais uniquement pour les patients de plus de 55 ans. Au lendemain des propos rassurants de l'Agence européenne des médicaments, le nouvel avis, cette fois du régulateur français, la Haute Autorité de Santé, a de quoi surprendre. Écoutez d'abord ce que disait hier l'EMA. Nous sommes toujours fermement convaincus que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d'hospitalisation et de décès, l'emportent sur le risque de ses effets secondaires. Voilà, ce qui a incité le Premier ministre Jean Castex, lui-même âgé de 55 ans, à aller se faire vacciner à l'hôpital militaire Bégin de Saint-Mandé aujourd'hui pour donner l'exemple. Vous comprenez dans ces conditions, Gauthier, l'avis de la Haute Autorité de Santé ? Oui. Enfin, elle met l'État en difficulté quand même, parce que toute la stratégie, c'était de vacciner les moins de 55 ans à l'AstraZeneca. Si vous voulez, elle dit précisément le contraire. Elle dit précisément le contraire. Je mesure le hiatus et ce que ça a induit. Simplement, je pense que le coût et le risque qui consisterait à taire certains tâtonnements ou erreurs serait bien plus lourd que celui qui consiste à le livrer. Alors, je reprends ce que disait Anne-Elisabeth Moutet tout à l'heure à propos de ce que ça allait donner dans les urnes. Quand elle dit que ça risque de paver le chemin, soyons clairs, à l'extrême droite et au Rassemblement national, moi je trouve que c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est extraordinairement dangereux parce que vous avez quantité de Français qui disent « retenez-moi » ou je ne fais pas barrage au Rassemblement national. Et ce sont des gens qui sont déjà convaincus et qui, au fond, demandent des confirmations par ces tâtonnements. Oui, par une science qui n'est pas infaillible. Oui, par un pouvoir qui est critiquable à mains égards. Tout à fait. Et il faudrait faire une émission uniquement là-dessus et faire le listing. Mais en même temps, ne nous trompons pas, on est dans une période justement où on va montrer le caractère liberticide apparemment des mesures gouvernementales, on va montrer leurs erreurs, le tâtonnement, mais tout ça est effectivement quelque chose qui va dans un sens vis-à-vis de gens qui sont convaincus et qui justement vont exercer une sorte de chantage sur le champ politique en disant si nous n'avons pas gain de cause, c'est-à-dire à la fois que, comme le disait ce dessin, vous vous souvenez de ce dessin au moment du vaccin, on disait où en est ce vaccin que nous ne voulons pas. Eh bien c'est ça, c'est-à-dire avoir des injonctions contradictoires et se servir de cela pour dire attention. Si nous n'avons pas toutes les réponses, c'est-à-dire en gros le beurre, l'argent du beurre et l'océan de la crémière, eh bien dans ce cas-là, nous ne voterons pas pour le candidat anti-Rassemblement national. Au contraire, nous ne ferons pas barrage. Et c'est ça, c'est retenez-moi ou je fais un malheur. Vous voyez dans quelle situation on est par rapport à la société, par rapport au champ politique et au champ social. Et la raison pour laquelle je vous dis oui, je comprends l'autorité, parce que je pense que ça serait encore pire que l'on dissimule ce genre de divergence, ce genre de contradiction, parce qu'elles finissent par éclater, et que le jour où elles éclatent, elles sont encore plus délétères par rapport au champ politique. Alors le motif scientifique annoncé par la Haute Autorité de Santé, c'est que ces cas graves de troubles de la coagulation, qui sont rares, encore une fois, il faut le rappeler, ont été observés chez des patients de moins de 55 ans, Anne-Elisabeth Moutet. Se fier à la science et en l'occurrence au contre-pouvoir scientifique, est-ce que ce n'est pas finalement la philosophie même de nos amis anglo-saxons ? Écoutez, nos amis anglo-saxons nous ont rappelé qu'on avait 7 fois plus de chances de te faire tuer par une chute de météorite que d'avoir une thrombose à la suite d'un vaccin de l'AstraZeneca. Il s'agit de 7 cas sur, je crois, 11 millions, ce qui est 0,000 quelque chose. Et moi, il se trouve que je viens d'être vacciné avec l'AstraZeneca par un médecin qui sait de quoi il parle et qui m'a dit, dans la population en général, il y a plus de cas de thrombose naturellement que les gens qu'on a comptés, c'est comme ça que c'est tombé, après les vaccins de l'AstraZeneca. Donc il y a tout de même une psychose, et quelqu'un a rappelé, je crois que c'est Gauthier d'ailleurs, qu'il y avait une psychose politique, qu'il y avait un choix politique, et qu'il y avait une psychose, une psychose juridique. Mais c'est là où nous avons une question à nous poser. En France, on est tellement capable de
nommer, de dire qu'il y a des états d'urgence, il serait peut-être temps d'arrêter. On pourrait mettre un jour en compte l'idée d'avoir mis le principe de précaution dans la Constitution, parce que si c'est pour paralyser les choix des politiques, parce qu'ils n'ont effectivement pas envie d'avoir le restant de leur vie passé dans les tribunaux pour toutes sortes de choses, donc il y a un moment où il faut arrêter cette invention de Jacques Chirac en 2005. Mais même si on ne fait pas encore ça, on pourrait aussi dire que les décisions prises dans un cas d'urgence comme celui-ci ne devraient pas être soumises à des attaques en justice. Ça me paraît tout de même évident si on veut que nos gouvernants prennent des choix qui soient des choix importants sans être terrorisés. Alors, on peut aussi leur dire, c'est votre boulot, vous l'avez choisi, acceptez ça, mais c'est vrai que c'est un choix extrêmement dur, encore une fois, cette espèce d'épée de Damoclès juridique. Mais sinon, les Britanniques ont maintenant vacciné 25 millions de gens, dont 12 millions avec de l'AstraZeneca. Ils ont vacciné la reine. Les Israéliens ont vacciné 60% de leur population. Ce ne sont pas des gens qui ont envie de tuer les gens par les vaccins. Ce que nous avons en France, c'est une grande opinion anti-vaccin qui se précipite sur tout ce qu'on leur a dit, et on leur a offert un florilège de raisons pour dire qu'ils avaient peur des vaccins, et en particulier de l'AstraZeneca. Mais on est en train de créer des classes où on aura des parents qui falsifieront des certificats et dont les enfants flanqueront la rougeole à tout le monde et tueront des adultes. Donc il y a tout de même une espèce de stupidité à ne pas faire le choix qui est 5 morts sur 11 millions de personnes. C'est épouvantable, mais ça arrive dans la vie. Il y a des risques quand on traverse la rue. Je suis scandalisée, et je dois dire que j'exprime vraiment une colère que je rencontre un peu partout, y compris parmi des médecins, qui est que toutes ces déclarations contradictoires, on dit mais c'est de la transparence, et sinon cette espèce d'équivoque, si ça ressortait ensuite, ce serait pire. Il faut cesser d'avoir peur de ce qui peut arriver plus tard et se préoccuper de ce qui fait peur maintenant. Et je pense que là, les choix politiques sont désastreux. Nos amis britanniques nous regardent avec stupéfaction, parce que eux, ils ont très mal commencé leur traitement du Covid, et ensuite ils ont dit on vaccine à tout va. Les Américains ont très mal commencé le Covid, et maintenant ils vaccinent à tout va. D'autres pays, il y a évidemment Israël qui est le modèle pour tout le monde, il y a les Émirats arabes unis, il y a d'autres pays qui vaccinent vite, il y a la Serbie qui n'est pas membre de l'Union européenne et qui s'en est apparemment mieux tirée que les 3/4 des pays de l'Union européenne. La seule vraie solution contre ce virus avec les variants, ce sont des vaccins. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est à la fois à long terme encourager la méfiance à l'égard des vaccins, et à court terme tuer des gens. Ben voilà qui est dit, Anne-Elisabeth. Et les dessinateurs de presse, qu'en pensent-ils? Laure Simoes, un grand merci à vous d'abord pour votre patience. Laure qui attend depuis une demi-heure maintenant de nous montrer les dessins. Mais je vous en prie. Non, mais vous savez, les dessinateurs de presse, ça fait 1 an qu'ils croquent sur la pandémie. On en a fait même un livre, pour rappel, À vous les masques, aux éditions Gallimard, 120 dessins de presse, avec une préface de Cynthia Fleury qui nous a fait l'amitié de préfacer ce livre, dans toutes les bonnes librairies qui sont ouvertes, puisque ce sont des commerces essentiels, et on s'en réjouit. Je vais faire une petite rétrospective de l'année. Un premier dessin de Chapat, dessinateur suisse pour Le Temps, l'un des premiers en fait dessins que nous avons reçus il y a maintenant plus d'1 an. Il était prémonitoire, parce que le corona affecte toute la planète et qu'on n'est pas sorti de l'éclipse, si j'ose dire. Un deuxième dessin du dessinateur mexicain Boligan pour El Universal, sur ce bras de fer qui s'est joué et qui se joue toujours dans nos hôpitaux entre la mort et les soignants qui sont mis à rude épreuve depuis 1 an. Cet autre dessin qui nous vient du dessinateur portugais Carrillo, qui est, je trouve, grandiose sur le premier confinement, où l'on retrouve en un seul et même espace l'ensemble des activités humaines essentielles, imbriquées les unes aux autres, pour assurer le roulement minimum de la société. On voit santé, éducation, alimentation. On ressent bien la promiscuité, mais aussi la solidarité qui avait marqué ces premiers mois de confinement l'année dernière. Et puis, c'est aussi la crise politique. Un 4e dessin de la dessinatrice portugaise Cristina, assez cocasse sur la gestion politique de la crise, avec le trio de tête. Tout le monde aura reconnu Bolsonaro, Trump et Johnson, qui minimisaient la dangerosité du virus au début, et qui l'ont d'ailleurs tous les trois attrapé. Un autre dessin de Nicolas Vado, Macron aussi l'a attrapé. Oui. Tout comme Emmanuel Macron. Oui, en effet. Mais bon, je focalise sur les 3 qu'on voit. Un autre dessin donc, de Nicolas Vado, dessinateur belge, aussi très, très bien vu sur le massacre économique de la pandémie, et puis l'impact dévastateur sur
le secteur culturel, sportif, événementiel, sans parler de la restauration. On voit ce Corona sur le ring qui met tout le monde KO. Et puis ensuite, c'était évidemment l'arrivée des vaccins sur le marché avec ce dessin de Kroll, dessinateur belge, pour le soir. Et avec l'arrivée des vaccins, l'arrivée des variants, c'était pas une bonne surprise, mais qui a été un peu contrariée. C'est un vrai match qui se joue. Kroll a raison de le présenter comme ça, parce qu'on se demande encore si les vaccins sont efficaces totalement contre tous les variants qui débarquent. Et puis pour terminer, cet extraordinaire dessin du dessinateur français Soulcier, le reconfinement tant redouté que Soulcier représente dans ce dessin à la façon Guernica de Picasso. Tout le monde l'aura compris. Tous les ingrédients y sont, les couvillons dans le nez, le pangolin, l'attestation de sortie, Uber Eats, Macron sur BFM TV, j'aime bien, à 17h59 précise, les réunions Zoom, le gel hydroalcoolique, le Xanax et le pinard pour aider un peu. Enfin bref, bonjour le tableau. Et moi je dis heureusement qu'on a quand même ces dessins et puis l'art et l'humour en général pour exorciser l'angoisse. Et oui, c'est bien dit. Merci Laure, on va vous retrouver dans quelques minutes. Et cette semaine, Joe Biden lui a peut-être montré à quoi ressemblerait vraiment sa présidence, comme un air de guerre froide. Coup sur coup, le président américain a traité de tueur Vladimir Poutine, à qui il a promis des conséquences pour la tentative d'assassinat de l'opposant Alexei Navalny, avant d'envoyer son secrétaire d'État Anthony Blinken montrer les dents face à la Chine. Écoutez d'abord Joe Biden et la réponse de Vladimir Poutine. Vladimir Putin, you think he's a killer? Mm-hmm. I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. В детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. Anne-Elisabeth, s'agit-il d'un faux pas de Joe Biden ou bien d'une offensive assumée? Écoutez, je finirait par croire que c'est assumé, encore que vous avez entendu dans la question qu'on lui a posé de la question pour savoir s'il était un tueur et que Biden a dit oui. C'était très surprenant parce que dans les deux cas, sur le fond, Biden a raison. Sur la manière, les gens qui nous annonçait tous les quarts d'heure que Trump allait déclencher la Troisième Guerre mondiale, franchement, c'est un petit peu plus agressif. Même Ronald Reagan n'y était pas allé de cette façon-là. Moi, je suis absolument interloquée de cette présidence qui devait être plus douce et plus multilatérale et plus ouverte à l'extérieur. Et la première chose que fait Biden, c'est arriver comme le cow-boy des caricatures que nos excellents dessinateurs n'osent plus faire parce que c'est un cliché. Je ne comprends pas. Anthony Blinken, c'est quelqu'un de calme, qui a de l'expérience, qui est multilingue, qui a été élevé en France, qui est cultivé. C'est absolument pas le genre de personne dont on attend que brusquement il va aller dans le chou des Chinois de cette façon-là. Et Dieu sait que s'il faut absolument tenir ferme contre la Chine et que tout ce dont il parle est parfaitement vrai, cette façon de leur faire perdre la face en public me paraît terrifiante. Et donc je suis extraordinairement surprise et je suis même, parce que j'ai mauvais esprit, je pense que c'est un peu performatif, c'est-à-dire que de ce président d'un certain âge et dont on dit qu'il est un peu faible, il y a une série de remontables pour dire qu'on va voir ce qu'on va voir et regardez, j'ai de l'énergie. Surtout que, encore une fois, s'il y avait une chose qui demeurait de la présidence Trump, qui sur le territoire américain c'était pas terrible, il y avait une vraie politique étrangère dessinée qui était ferme mais qui n'était pas belligérante de cette façon. Alors je trouve ça bizarre. Je pense pas nécessairement, mais je peux me tromper, que ça va marcher. Mais bon, on va voir. Gauthier, Joe Biden a raison de donner un tour musclé d'emblée à sa présidence. D'abord, quel pied, quand même. Il faut bien le reconnaître. Enfin, je veux dire, on est dans un monde où on répète à longueur de réseaux sociaux que finalement la manière forte de Vladimir Poutine, c'est pas mal, que les Chinois s'en sortent justement parce qu'ils emmurent leurs citoyens face au Covid. Tout ça, c'est quand même... Et Trump a participé de cette intoxication-là. Et là, vous avez peut-être effectivement, alors je suis d'accord avec ce que vient de dire Anne-Elisabeth, sur le fait qu'il y a une façon de rouler des épaules qui, pour Joe Biden, qui est une manière de dire finalement je ne suis pas aussi faible que vous le pensiez. C'est la Trumpisation du Parti démocrate ? Alors, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que c'est une manière aussi pour les démocrates et pour Biden de dire, vous voyez, on essaye d'attraper les récalcitrants, c'est-à-dire toute cette
et frange importante de la société américaine qui est trumpiste, on essaie de les attraper avec leur propre vinaigre, c'est-à-dire le vinaigre de la rodomontade, de la façon dont on montre les muscles, et de dire, vous voyez, il y a manière de dire ça, mais en visant d'autres objectifs. Et ça n'est pas complètement anodin, je pense, dans la tête de Biden, parce qu'il y a probablement un enjeu interne, et de la même manière, vous voyez, par exemple, si on compare avec Navalny, puisqu'on va parler des Russes, eh bien Navalny, à mon sens, il a un seul mérite, c'est de secouer la statue du commandeur de Poutine, de dire ce type-là n'est pas forcément inamovible et on n'a pas forcément à le respecter dans les termes. Et j'ai eu l'impression que Biden, c'était un petit peu ça vis-à-vis de la Chine ou vis-à-vis de Poutine, de dire écoutez, arrêtons de mythifier ces gens-là, ils ne sont que... Vladimir Poutine lui-même, dans le passé, a assumé son rôle de tueur. Souvenez-vous de la Tchétchénie et les terroristes qu'il fallait buter jusque dans les chiottes. Donc s'il assume, il assume jusqu'au bout. Et ça n'est pas finalement complètement aberrant que Biden emploie ce qualificatif. Un président irrévérencieux, transgressif jusqu'au faux pas diplomatique, Ziad Imam. On aurait pu le dire différemment, mais je pense que quand même il faut rappeler l'étendue du contentieux américano-russe. L'attaque informatique, l'affaire Navalny, le meddling, comme ils disent dans les élections de Trump, mais aussi dernier rapport qui sort où ils ont essayé encore de tripatouiller. Et donc il y a quelque chose qui relève de ça suffit. Et le côté, moi j'aime bien, bon c'est vrai Trump soi-disant, mais je veux dire c'était de l'esbrouf, c'était du cinoche, c'était du je vais vous casser la gueule, mais en fait je vais faire des affaires. Et puis c'était un bazar sans nom, donc on s'y retrouvait pas. Est-ce qu'il a été maqué avec eux, est-ce qu'il n'a pas été maqué avec eux? Tout ça n'était pas clair. Là il y a quelqu'un et une Amérique qui dit la Russie, stop, ce type n'est pas fréquentable, il payera la facture de ce qu'il nous a fait, parce que ça c'est le sous-titre qu'on n'a pas vraiment, mais qui est là. Et bon, le petit twist, le petit côté cynique, c'est la réponse de Poutine dans son style. Quand il dit c'est celui qui le dit qui est, il n'a pas non plus totalement tort sur les méfaits de l'Amérique qui a flingué un certain nombre de gens au cours des années. Donc ça fait... Voilà. Mais ça, je pense que c'est très clair. Et sur la Chine... je pense aussi que c'est très très clair. Les contentieux sont énormes. La sécurité en mer de Chine, Taïwan, Hong Kong, le commerce, les Ouïghours, les pratiques. Et donc il y a aussi un discours pour dire on n'accepte plus cette manière de faire. Et là on est dans la continuité de Trump, sauf que c'est dit et que c'est expliqué. La Chine est l'ennemi stratégique, économique, politique et social pour les années à venir. Et les Russes, c'est les casse-pieds qu'il faut absolument gérer. Laure Simoes, vous avez moins d'une minute pour nous présenter les dessins des dessinateurs de presse. Oui, ça tombe bien. Trois dessins sur ce qui vient de se passer. Un premier dessin justement d'un dessinateur russe, Lopatin. Un dessin impertinent comme on les aime. Merci Captain Obvious. En gros, Poutine un tueur. Vous ne nous apprenez rien, monsieur le président des États-Unis. Et Lopatin est d'ailleurs bien placé pour le savoir puisqu'il a été contraint de quitter son pays pour la France après avoir été sérieusement menacé par les autorités russes pour l'un de ses dessins. Donc voilà, on ne lui fait pas la leçon. Un deuxième dessin qui nous vient là, pour le coup, des États-Unis, donc vu d'Amérique, du grand dessinateur Cal pour The Economist. Je traduis. On voit évidemment, tout le monde l'aura reconnu, le profil de Poutine. Je nie toute ingérence dans l'élection américaine. Après tout, comment aurais-je pu? J'étais bien trop occupé à nier avoir envoyé des troupes en Ukraine, empoisonné un dissident et massacré des innocents en Syrie. Enfin, c'est vrai, on peut pas être fourré au moulin, bien sûr. Et puis, pour terminer, un dessin du Mexique du dessinateur Rodriguez, la nouvelle guerre froide vue du Mexique, donc, il nous restitue ici le fameux dialogue dont Ziad parlait par déclaration interposée entre les deux dirigeants qui ont ici des traits vraiment de sale gosse. Tueur, c'est celui qui dit qui est. Enfin, espérons qu'on en restera à cette guerre des glaçons pour l'instant, moi je dis. Merci Laure Simoes. Et pendant ce temps, Boris Johnson a reçu sa première dose d'AstraZeneca pendant que Angela Merkel affirmait qu'elle était prête, elle aussi, à se soumettre au vaccin britannique. Non, on ne va pas lui faire de fausses publicités. Merci beaucoup Gauthier Ribinski. Merci également à Ziad Imam et à Anne-Elisabeth Moutet, ainsi qu'à Laure Simoes pour Cartooning for Peace. C'est la fin d'une semaine dans le monde. Prochain journal dans 8 minutes sur France 24. Restez avec nous.